rapporteur, monsieur le professeur, merci pour ces propos introductifs. Ce colloque consacré à la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel 50 ans après sa création est précieux. Tout d'abord, au-delà du fait qu'elle participe à l'affirmation de la fonction modératrice du Conseil constitutionnel, cette saisine a en quelque sorte révolutionné notre parlementarisme en instituant un moyen significatif d'opposition parlementaire. L'articulation entre le positionnement institutionnel du Conseil constitutionnel et l'opposition parlementaire était déjà présente, quoique embryonnaire. La révision du 29 octobre 1974 l'a affermi. Disons-le sans embâge, le contrôle a priori de constitutionnalité des lois s'est surtout développé grâce à l'opposition parlementaire et réciproquement. J'en veux pour preuve que les autres autorités susceptibles de saisir le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 61 de la Constitution ne le font que rarement, même si cela a pu donner lieu à des décisions novatrices. Et j'en veux pour preuve la décision liberté d'association de 71 qui a donné au contrôle de constitutionnalité une dimension nouvelle et fut rendue sur saisine du président du Sénat. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 9 décisions furent rendues suite à une saisine de l'article 61 de la Constitution entre 59 et 74, dont 6 découlaient de la volonté de Matignon de rationaliser le parlementarisme. Depuis 1981, les parlementaires saisissent en moyenne plus de 10 fois par an le Conseil constitutionnel dans le cadre de cette procédure. Le professeur Guy Carcassonne remarquait à ce titre que la révision constitutionnelle de 1974 constituait, je le cite, le premier en date et en importance des droits nouveaux de l'opposition. Cela tient aux modalités libérales de la saisine parlementaire. Le seuil de 60 députés ou de 60 sénateurs permet à dessein à un groupe minoritaire d'y recourir. Aussi, la saisine parlementaire a accompagné et même favorisé la mue progressive du Conseil constitutionnel qui avait initialement été conçu comme une arme contre la déviation du régime parlementaire, le chien de garde de l'exécutif, quoiqu'il demeure à certains égards. Cette procédure a donc permis à la fois l'essor du contentieux constitutionnel et l'affirmation, voire l'apparition des droits de l'opposition parlementaire. Il faut s'en féliciter car tous deux participent au bon fonctionnement de notre démocratie représentative et à la garantie de notre état de droit. En second lieu, il est important de se pencher sur le paradoxe de la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel. Elle permet à des personnes qui, souvent, contestent les décisions du Conseil constitutionnel de lui permettre de trancher. De fait, il y a toujours eu une certaine prudence du Parlement face au Conseil constitutionnel. Cela tient à la tradition parlementariste française qui illustre bien les premiers mots de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, la loi est l'expression de la volonté générale et la décision Arrighi rendue le 6 novembre 1936 par le Conseil d'État. Cette tradition explique les difficultés que notre pays a rencontrées dans sa réception du constitutionnalisme, c'est-à-dire de la suprématie effective de la Constitution et particulièrement de son préambule, lequel, faut-il le rappeler, avait été explicitement écarté des sources du contrôle de constitutionnalité par les rédacteurs du texte du 4 octobre 1958. Je cite, « La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Voici le dictum par lequel les sages ont résumé la logique du constitutionnalisme dans leur décision 197 DC du 23 août 1985. Or, la symbolique de la loi particulièrement enracinée en France, selon les mots de Jacques Chevalier, aurait pu pâtir, et à travers elle, le Parlement. Il n'en fut rien. Bien plus, avec 50 ans de recul, cette saisine illustre les saines interactions institutionnelles entre le Parlement et le Conseil constitutionnel. D'aucuns considèrent, après le doyen Favoreux, la politique saisie par le droit, d'autres le droit saisi par la politique. Peu importe, la formule en définitive, nous devons bien convenir que la culture de la constitutionnalité se diffuse. Le succès de la question prioritaire de constitutionnalité en atteste. Le Conseil constitutionnel y a bien entendu œuvré, en reconnaissant explicitement dans sa discontinuité depuis la décision du 15 janvier 1975 portant sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel
un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Au-delà, la convocation d'un référendum ou la réunion du Congrès, bref, l'emploi du pouvoir constituant dérivé, permet de vider les éventuels différends qui pourraient s'élever en la matière. Ce rappel vient souligner que le Conseil constitutionnel a une vocation d'aiguilleur, vocation que le doyen Vedel expliquait en ces termes: « Le juge constitutionnel n'est pas un prophète ou un guide, mais un censeur. Il intervient seulement pour dire qu'une autorité reconnue et qualifiée, le constituant, interdit de faire ceci ou cela tant qu'il n'aura pas changé la Constitution. » Reste néanmoins la question épineuse de l'interprétation authentique de la Constitution qui, comme tout texte, peut se prêter à des interprétations plurielles, entre lesquelles le Conseil constitutionnel doit choisir comme tout juge. Les différentes interventions de ce colloque et la table ronde qui le conclut permettront, j'en suis certain, d'éclairer cette réforme cinquantenaire. Revenir sur sa genèse, analyser sa pratique comme ses effets, avant de réfléchir ensemble à son avenir, voilà une démarche essentielle pour continuer d'améliorer ce dispositif vertueux tant pour le Parlement que pour le Conseil constitutionnel. Je tiens donc à remercier le Centre Maurice Horiou de l'Université Paris-Cité à l'initiative de ce colloque que la Commission des lois accueille et coanime, les intervenants présents et les présidents sous l'autorité desquels se tiendront ce débat. Je vous remercie.